Bienvenue à cette session sur IA Fiction et Vérité. On accueille Camille Girard-Chamidé, Bruno Dupont et Carole Guès, Franck et Pierre-Pierre Langlais. Euh, et donc, je me demandais si on pouvait faire un petit tour de table pour que vous nous exposiez chacun les sujets et les questionnements de vos communications et les rapports que ça avait entre IA Fiction et le monde réel. Peut-être qu'on peut commencer par Camille. Oui, bonjour. Merci d'abord de l'organisation de ce colloque et notamment de sa version numérique qui est vraiment particulièrement agréable. J'ai proposé une communication sur les liens entre la fiction dans le domaine de l'intelligence artificielle juridique et les développements bien réels de l'intelligence artificielle juridique aujourd'hui. Cette proposition, elle est née un peu d'un étonnement que j'ai eu en commençant mon terrain dans le cadre de ma thèse en sociologie, sur les développements et la conception d'outils réels d'intelligence artificielle dite prédictive dans le domaine de la justice aujourd'hui. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que les références à la fiction autour de ces outils-là, et notamment à Minority Report, le film, étaient complètement omniprésentes, que ce soit dans le discours des acteurs que j'ai eu en entretien, dans les différents salons des startups de la Legal Tech qui développent ce genre d'outils, dans différents rapports. Et du coup, je me suis demandé quels étaient les liens en fait qui unissaient ces outils bien réels qui, dans les faits, ont vraiment pas grand-chose à voir avec les precogs de Minority Report et ces outils d'intelligence artificielle fictionnelle, et de quelle façon des liens pouvaient être faits entre les deux. Et donc la communication que j'ai proposée essaye un peu de comprendre de quelle façon les représentations fictionnelles de l'intelligence artificielle impactent le monde social dans lequel ces outils-là sont développés aujourd'hui, notamment autour de la construction d'un répertoire normatif. Dans Minority Report, l'intelligence artificielle, on peut l'appeler comme ça, juridique, elle est particulièrement objective, efficiente et autonome, et c'est des qualités qui sont attribuées par les acteurs aux intelligences artificielles bien réelles, malgré le fait qu'on puisse questionner ces qualités-là aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai essayé de montrer comment ce répertoire normatif-là est utilisé par les acteurs sociaux comme ressource, mais aussi parfois comme contrainte, et donc contribue à cadrer le monde social à l'intérieur duquel ces outils-là peuvent se développer, conduisant au développement de ces outils-là, mais aussi conduisant à invisibiliser certaines réalités qui sous-tendent le développement de ces outils, notamment en termes de travail humain qui est nécessaire à leur conception, mais qui est complètement absente de leur représentation fictionnelle. Voilà. Super, merci. Merci. Ouais, c'est passionnant cette idée d'intelligence artificielle entre normativité et créativité. Et peut-être que à ce sujet-là, on peut écouter François nous dire quelques mots sur sa présentation. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'écouter les autres présentations là, et je suis content de discuter avec vous. Alors moi, la présentation, en fait, l'idée, c'était un peu de partir de la notion justement d'une machine qui crée des fictions, et plutôt que d'essayer de voir exactement ce qu'elle crée, etc., de dire est-ce que c'est possible, au fond, enfin, quelle est la question philosophique que ça pose? Et la question, c'est de savoir si c'est possible qu'une machine, à partir d'un processus déterministe pur, donc un processus mécanique de calcul, peut produire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qui n'était pas déjà contenu dans les termes initiaux de ce processus-là. Et en fait, cette question, j'essaie de formuler, la formuler sous la forme du problème de ce que serait qu'une machine créative. Et il me semble que cette question, pour décaler un peu le propos, elle a eu plusieurs manières d'y répondre finalement dans l'histoire des idées. Et une des premières manières, ça a été une manière classique, rationaliste, que j'ai appelée l'heuristique formelle, donc une manière notamment Leibniz a essayé de développer, à savoir l'idée de trouver à partir d'un processus purement combinatoire une manière d'inventer de nouvelles idées, de proposer de nouvelles idées, et que c'est vraiment une ambition épistémologique ancienne, et qu'on peut retrouver aussi chez Bacon, qu'on peut retrouver chez un certain nombre d'autres personnes. Donc ça, c'était une première manière de faire, à partir d'un processus déterministe, comment on arrive à avoir du nouveau dans ce processus même. Et ça, à mon sens, c'est un échec, c'est un des échecs, c'est un échec rationaliste, notamment chez Leibniz. Une deuxième autre manière de faire les machines créatives, ça a été de dire finalement, en fait, l'invention, elle ne se passe pas comme ça, de manière linéaire, elle se passe par des rétroactions
par une modification des conditions même de poser le problème, par une logique de la rencontre, une logique de l'extérieur, et c'est l'extérieur qui en fait modifie la manière dont on pose le problème, et c'est à ce moment-là qu'on invente, qu'on crée. Et ça, à partir de cette inspiration-là, qui a été formalisée en fait par la cybernétique, on peut imaginer, enfin, on peut dessiner les contours d'une deuxième manière de penser les machines créatives, à savoir les machines cybernétiques, et notamment les machines cybernétiques de deuxième génération, donc caractérisées par l'autopoïèse, par le feedback, le retour, la plasticité, etc., qui ont beaucoup inspiré évidemment les machines apprenantes actuelles. Et il me semble que ça aussi, en fait, en vérité, il y a beaucoup de, ça on peut en discuter, mais il y a beaucoup de projections, de mythes autour de ça, de fascination autour de la machine plastique, la machine vivante qui brouillerait les frontières entre l'organique et le mécanique. Il me semble que qu'on n'est pas dans, on touche pas, enfin, les machines actuelles ne sont pas des machines autopoïétiques, que ça reste des machines déterministes, même s'il y a des processus d'intégration d'informations. Et ensuite, l'hypothèse que j'ai, alors je ne sais pas si elle est très juste, mais ce serait de dire qu'il y a un troisième type, enfin, pour décaler un peu le problème, il y a un troisième type de machine créative qui caractériserait peut-être davantage les machines qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des machines qui créent du nouveau à partir d'un processus déterministe, ce n'est pas des machines vraiment non plus autopoïétiques, mais c'est des machines où la capacité de création repose, et là, fictionnelle, et on retombe sur le sujet, repose sur leur capacité herméneutique, c'est-à-dire leur capacité d'interprétation, de formuler des hypothèses à partir des traces dans une forme de paradigme un peu indiciaire à la Carlo Ginzburg, c'est-à-dire on a un ensemble de traces et on essaye de formuler des hypothèses qui correspondent à ces traces, et dans ce sens-là, on crée des interprétations, et pour créer ces interprétations, on a aussi recours, c'est ce qu'on voit notamment avec un exemple que j'ai cité de Louise Amour, qui a écrit un livre qui s'appelle The Politics of Possibility. Elle explique qu'en fait, il y a à côté des raisonnements purement probabilitaires, il y a la création de fiction, de scénarios fictifs qui essaient de capter le singulier, notamment pour le risque terroriste, en disant on va avoir des imagines qui essaient d'inventer des fictions pour essayer de capturer ce qui est incapturable par un modèle statistique classique. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, résiderait une forme de troisième forme de machine créative, et ça rejoint, je crois, pas mal les analyses d'ailleurs de Pierre Carl, que j'ai vu avec beaucoup d'intérêt sur lui, ce qu'il appelle l'heuristique, mais bon, on pourra discuter, mais de trouver des interprétations à partir de traces, et donc suivre un autre modèle que le modèle déductif classique. Voilà, super, merci. Peut-être qu'on peut écouter Pierre Carl alors, comme bonne transition. Très bien, merci à tous et merci François donc, pour la transition. Donc moi, effectivement, j'ai passé un peu sous l'angle vérité de la fiction. Donc je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis déjà plusieurs années pour analyser des grands corpus numérisés en histoire culturelle. Donc actuellement, je suis postdoc dans le projet Numa Press, qui est un grand projet d'analyse de grands corpus de presse numérisés par Gallica. Et donc, avec pour idée de créer des modèles, par exemple, de genre journalistique ou de genre romanesque, mais aussi des motifs visuels pour des grands corpus iconographiques, avec des méthodologies notamment inspirées par ce qu'on appelle les cultural analytics dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est vraiment appliquer l'intelligence artificielle pour des recherches en histoire culturelle. Et donc, évidemment, j'ai eu un grand intérêt pour ces nouveaux outils de génération de texte qui sont apparus depuis 2019, et notamment donc, toute cette nouvelle famille d'outils de deep learning comme GPT-2, GPT-3. Et là, dans mon intervention, je suis parti un peu du paradoxe de la manière dont ces outils ont été initialement présentés, parce que la première fois qu'on les a vus à l'œuvre, c'est sous l'angle des fake news. Donc, c'est une fausse nouvelle qui a été présentée, qui nous annonce qu'on a découvert des licornes au Pérou qui parlent anglais. Donc, ça paraît totalement absurde. Ce qui est moins absurde et ce qui apparaît plus inquiétant tout de suite, c'est que l'article qui est rédigé au support de cette fausse nouvelle est lui relativement crédible. Donc, il mime complètement les ressorts de la publication journalistique en inventant des citations, en inventant des gens, en inventant un reporter sur le terrain. Donc, vraiment en reproduisant toute la structure des dépêches. Et donc, cet objet m'a tout de suite fasciné, et tout ce qui a pu être fait depuis en génération de texte, mais aussi d'images, a continué de me fasciner, parce qu'à la fois, ce sont des créations pas fiables qui posent des gros problèmes pour un usage industriel, puisqu'on sait qu'elles sont des générateurs avant tout de fiction, mais en même temps, elle mime très bien les ressorts narratifs, d'abord des publications journalistiques, mais aussi des publications littéraires, des publications cinématographiques, tout ceci. Donc on voit bien qu'elle s'appuie sur tout un support de culture collective qu'on n'avait pas forcément réussi à investiguer très bien jusqu'à présent, notamment par les méthodes d'analyse de données classiques, en statistique textuelle. Et on voit bien qu'il y a moyen de faire, on soupçonne qu'il y a moyen de faire de la narratologie à grande échelle à partir du démontage de ces modèles. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore possible, parce qu'on ne sait même pas très bien comment ces modèles fonctionnent aujourd'hui, même les spécialistes sont un peu perdus. Mais on voit bien qu'il y a une disponibilité à partir du moment où c'est calculable, ce genre de choses, et donc par conséquent, il y aurait moyen effectivement de mettre à jour tout un espace culturel collectif latent qui est là,
Et là, j'appuie un peu sur la notion d'espace latent qui est empruntée à toutes les métaphores technologiques, mais qui, je pense, est également productive dans le champ culturel. Donc, par rapport à ça, j'ai d'abord eu une production un peu artisanale de robots écrivains sur laquelle je suis revenu à la deuxième partie de ma présentation, où j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on peut justement utiliser cet acte de génération, pas seulement pour s'amuser, mais dans une idée justement de voir dans quelle mesure on peut mobiliser ça en histoire culturelle pour identifier des récurrences, voire des schémas narratifs émerger. Et donc, c'est un travail qui n'est pas mené sur des corpus géants utilisés par ces très grandes entreprises, mais sur des corpus délimités et pensés en amont à l'échelle d'un auteur ou d'un genre précis. L'idée était aussi de réinjecter finalement une expertise qui est celle des spécialistes de l'histoire littéraire, de l'histoire du support, qui est celle de construire des corpus, puisqu'actuellement, il y a un grand flou sur comment ces corpus sont pensés, ce qui pose des gros problèmes éthiques. Donc, en détournant les paramètres d'entraînement, il devient possible de créer des modèles, même des modèles d'auteurs, donc on peut faire un modèle Proust, bien sûr, mais aussi des modèles hybrides, en croisant notamment parce que le modèle, il a une logique d'apprentissage qui fait qu'il peut conserver la mémoire de choses qu'il a déjà vues par le passé, tout en assimilant de nouvelles choses. Donc, ce qui rend possible, par exemple, de créer un modèle Proust, auteur de science-fiction, qui va croiser un corpus entraîné sur la recherche, avec ensuite un second corpus de romans de science-fiction, mais avec un taux d'apprentissage plus faible, ce qui fait que le modèle se souvient de ce genre de choses. Donc, le projet le plus abouti que j'avais fait était un recueil de blagues, donc ça se veut drôle, sauf que c'est pas drôle, justement. Donc, ce corpus dont j'ai mis le lien, je pourrais le mettre également au chat si vous le voulez, montre que le modèle échoue à faire de l'humour, et là, ça a été amplement prouvé par notre expérience. Par contre, là où c'est fascinant, c'est qu'il parvient à désosser et rendre visible donc, le mécanisme de la blague, le mécanisme de la chute. On reconnaît très bien tout ce qui mène à la chute, et notamment la structure narrative des histoires drôles. Donc ça crée un certain malaise quand on lit ces textes, parce que finalement ça n'aboutit à rien, c'était pas drôle, mais on voit bien le mécanisme par lequel ça essaie d'être drôle, et on voit comment finalement ces outils arrivent à mettre ça à jour. Donc au-delà de ça, c'est un peu une réflexion à la fois sur comment est-ce qu'on peut utiliser peut-être demain l'intelligence artificielle pour mettre à jour ce type de mécanisme. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à le faire, donc on est réduit, comme tu dis, François, tu as eu raison, à faire de l'heuristique et de l'herméneutique de ces textes, pour voir qu'il y a des choses qui se dessinent, mais on ne sait pas encore comment les analyser. Et puis, je pense que ça pose une grande question sur ce que va devenir l'espace de la culture à l'avenir, puisqu'on a actuellement des très grands modèles qui sont entraînés sur quasiment tout ce qu'on peut trouver sur le web, ce qui pose pas seulement du texte d'ailleurs, mais aussi des images, bientôt des films. Donc, on a tout un espace culturel, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est principalement un espace où on va positionner ces différents objets culturels, et qui n'est qu'un espace qui a largement un Far West, qui n'est pas régulé, et donc ça pose des grandes questions sur comment est-ce qu'à l'avenir, on peut interroger ça, et c'est là où je pense que l'appui des chercheurs spécialisés en histoire culturelle, en littérature, en histoire des supports, elle sera essentielle justement pour réussir à mieux comprendre exactement ce qui se passe. Super, merci. Et donc, on va conclure en passant du macro au micro avec Bruno et Carole. En parlant de micro, j'active le mien. Bonjour. Merci de nous laisser parler. Je vais commencer par situer un petit peu le contexte des œuvres et puis je laisserai Carole monter en analyse. En fait, on a travaillé sur deux livres qui sont en fait très différents, si ce n'est la ressemblance qui viennent tous les deux de la littérature allemande, plutôt contemporaine, une vraiment actuelle et une de la fin des années 90. Par contre, je vous dis qu'ils sont très différents parce que si on se fie à la réputation des auteurs ou au discours critique qui entoure ces œuvres, eh bien, on a des choses complètement opposées. Donc, on a d'un côté, et je vous le remontre, peut-être je vous montre l'intérieur parce que ça a peut-être du sens la façon dont c'est organisé. Vous le voyez à l'envers, mais l'idée, c'est de voir le layout. Donc, ce livre, il s'appelle Bot, Gespräche ohne Autor. C'est un livre de Clemens Zetz et ça veut dire Bot, des conversations sans auteur. Alors, on voit tout de suite que dans le texte, Zetz essaie de se retirer en tant qu'auteur et il décrit comment il a donné, lors d'interviews, finalement, à la place de répondre aux questions, parce qu'il remarquait que ça ne fonctionnait pas, il a donné à l'intervieweuse un document Word qui contient tous ces journaux, donc ces journaux d'auteurs, et par une fonction de recherche, CTRL F en gros, en utilisant des keywords, eh bien, l'intervieweuse a elle-même laissé la machine, en quelque sorte, répondre à ces questions, ce qui donne évidemment un effet poético-absurde aux réponses. Dans l'autre cas, donc celui de Escape, de Hermann Kant, donc le nom complet c'est Escape ein Wortspiel, donc ce qui est
un jeu de mots sur le mot jeu de mots en utilisant Word à la place de Word, donc le programme informatique, puisque Kant, ce qu'il a fait, c'est aussi une procédure générative dans le sens où il a intégré un court texte de sa part dans le correcteur automatique de Word. Donc, on était à Word 5.0 en 95, puisqu'il utilisait une version un peu plus ancienne. Donc, ce n'était pas encore très, très fiable et il y avait énormément d'erreurs qui ressortaient, des fausses erreurs, puisque les mots, normalement, existaient au sens où ils avaient déjà été utilisés. Et il construit un genre de système où il va donner une anecdote à chaque fois en pensant à l'erreur faite par la machine. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est très différent? Parce que Zetz, bon, le processus, je vous l'ai montré, il est assez semblable, mais Zetz, il annonce un livre sans auteur et il souligne constamment l'efficacité de la machine, la qualité de l'œuvre qui est créée, la poéticité, etc. Et aussi la poéticité du système. Pour Kant, c'est l'opposé. Il critique constamment la société qui est en train de se digitaliser. Donc ici, on est après la chute du mur. Il critique aussi la chute du mur, puisque c'est un auteur d'Allemagne de l'ex-Allemagne de l'Est, qui était vraiment ce qu'on appelle un auteur conforme au système. Il y en a même qui ont parlé d'auteur d'État, Staatsdichter. Donc vraiment, il s'est retrouvé sans référence à la chute du mur et a critiqué énormément la digitalisation, la numérisation, qu'il a mis en relation avec la victoire de l'Allemagne de l'Ouest, économiquement parlant, et la prise d'influence des États-Unis, on va dire idéologiquement parlant. Donc, critique d'un côté et acceptation de l'autre. Peut-être la figure de l'auteur de Zetz, c'est exactement l'opposé de Kant. Bon, déjà, il est 40 ans plus jeune et c'est quelqu'un qui souligne son amour pour les jeux vidéo, pour tout ce qui est numérique. Donc, on a deux figures opposées, mais en fait, au cours de notre analyse, on a essayé de montrer que finalement, ce qui était important pour les auteurs, c'était de reconstruire une figure de l'auteur tout en prétendant la supprimer. Donc, il y a chez Kant, c'est en montrant constamment que l'homme surpasse la machine, et chez Zetz, c'est en montrant que son génie immortel, quasiment, via son œuvre, via son âme, il utilise le mot âme, il reste vivant et il reste tout le temps pertinent, quel que soit le contexte, et tout le temps poétique, quel que soit le contexte. Et donc, on a dans les deux cas un recours à l'image de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une intelligence artificielle telle qu'elle, mais c'est une image littéraire. Ce recours, ça ne change pas en fait la centralité et la référentialité de la vision humaine du monde. Mais pour ça, je vais laisser Carole développer un petit peu. Merci Bruno. Oui, en fait, c'est ça, ces analyses, elles nous ont vraiment permis de mettre en lumière une problématique un peu plus et une contradiction un peu plus générale sur l'intelligence, enfin sur les fictions ou sur les œuvres en général, qui sont le fruit d'une collaboration entre un auteur et une intelligence artificielle, ou même sur l'intelligence artificielle en général. Et en fait, notre hypothèse, c'est que ça, c'est dû à la nature mimétique de l'intelligence artificielle et aussi de l'humain et la façon dont cette nature mimétique va affecter cette relation, quoi. Et du coup, déjà, la notion même d'IA, c'est le fruit d'une projection d'une notion humaine d'intelligence. Quand on dit on sous-entend en fait que l'intelligence artificielle, elle s'appuie toujours en fait sur notre intelligence à nous, qui serait une sorte d'intelligence naturelle, on va dire. Et en fait, même plus que ça, on se rend compte aussi que l'humain ne peut pas s'empêcher de se projeter sur les intelligences artificielles. Il va projeter des attributs humains et de façon générale, on va toujours définir ou admirer ou décrire l'intelligence artificielle en fonction des choses humaines qu'elle serait ou non capable de faire. Et donc, là où intuitivement, on aurait pu croire que parler d'intelligence artificielle, ça va nous amener à un discours post-humaniste, dans le sens un discours qui pourrait évacuer l'humain, en fait, ou alors remettre en question la différence organique, mécanique, etc., comme vous en parliez, François. On se rend compte en fait que non, que l'humain reste toujours au centre. Et en fait, c'est pas
c'est pas parce qu'on est complètement obsédé par nous-mêmes, en fait, on en vient à se demander si c'est simplement le fait qu'on est prisonnier de notre ontologie humaine. On ne connaît que notre façon d'exister humaine, et du coup, on se demande même si c'est même possible d'entretenir une pensée post-anthropocentrique. Voilà. Et donc, ces analyses-là nous ont permis de mettre en lumière cette problématique-là, qui est quelque chose qui n'est pas tellement évident dans les études sur l'intelligence artificielle, dans les sciences humaines, quoi. On est toujours en train de montrer comment elles vont venir effacer cette frontière entre l'humain et la machine, alors qu'en fait, selon nous, elles viennent surtout renforcer cette notion d'autorité humaine, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, si dans l'audience, vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, lever la main ou activer votre microphone. Moi, là, tout de suite, la chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'on parle tous plus ou moins de la même chose en théorie, de l'intelligence artificielle, mais il y a différentes perspectives qui arrivent. Il y a le mythe d'objectivité chez les juristes du travail de Camille. Il y a l'herméneutique de François qui apporte quelque chose de nouveau, et puis il y a la projection qu'on fait en tant qu'humain, en tant qu'au niveau social ou au niveau individuel, chez Carole et Bruno et chez Pierre-Carl. Et donc je me demande en fait, est-ce que vous pensez qu'on parle de la même chose? Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes systèmes d'intelligence artificielle qui supportent différentes de nos interprétations? Ou est-ce que ce sont à chaque fois les systèmes différents et donc il faut qu'on y réfléchisse de manière séparée? Oui, Bruno. Oui, mais j'ai l'impression qu'on peut répondre qu'effectivement, ce sont des systèmes différents à chaque fois, mais que ça a du sens de les considérer ensemble. Donc, j'aurais tendance à dire non à la première question et oui à la deuxième, dans le sens où, pour revenir à notre propre analyse, bien sûr, on est sur une représentation, et je pense que ça ressortait aussi pas mal de ce que Camille disait, une représentation de quelque chose qui peut recouvrir énormément finalement de réalités différentes, mais que les choses sur lesquelles on se base pour discourir, c'est la représentation, c'est l'image mentale. Et dans ce sens-là, je pense qu'on doit prendre les images mentales pour ce qu'elles sont et les traiter, évidemment avec la complexité nécessaire, mais en tant que tout et dans leur circulation. Si je peux ajouter sur cet apport-là, effectivement, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. C'est ce que j'essayais un peu de faire, de comparer ces représentations fictionnelles-là avec la réalité des outils dans laquelle je pense que c'est important d'entrer pour essayer de comprendre comment fonctionnent les outils réels aujourd'hui et toute la diversité qu'il y a dans leur mode de fonctionnement. Certains sont très simples, fonctionnent par règles et finalement sont très aisés à comprendre, d'autres sont beaucoup plus complexes. Il y a une diversité de ces outils-là qui est très importante et en même temps, il y a un discours qui est très homogène, qui est très présent dans le monde social autour de ces outils-là et qui est finalement, moi je pense, assez éloigné des réalités aujourd'hui, même des outils les plus complexes, mais qui pourtant irriguent complètement les représentations qu'on en a et du coup les possibilités de développement des outils, à la fois parce que ça irrigue les financements, parce que ça irrigue les politiques publiques à ce sujet. Et du coup, ce discours-là, même s'il est peut-être décorrélé de la réalité des outils, il est complètement intégré dans le monde social. Et donc, je pense que ça fait sens dans ce sens-là, effectivement, comme Bruno disait, de considérer cette unité-là en tant que telle, parce qu'elle existe finalement, même si elle n'est pas intégrée dans les outils concrets. Je vais aller dans le même sens. Effectivement, je suis d'accord sur le fait que la représentation est à peu près la même et la manière de poser le robot est la même. Et c'est vrai que le discours même est relativement archaïque, je trouve, même par rapport à ces robots encore aujourd'hui, même de la part de grandes boîtes avec des promesses sur l'intelligence artificielle qui sont celles d'il y a 50 ans. Hein. Mais cependant, effectivement, quand on rentre dans la pratique, je trouve que la représentation, la manière, comme moi, quand je suis rentré dans la pratique de ces outils, mes représentations ont changé en fait. Parce qu'initialement, j'étais vraiment dans l'idée, c'est une machine calculable, on a un ensemble de règles, etc. Et puis d'un seul coup, je me retrouve plutôt face, comme je disais, à un espace, parce que finalement, c'est un peu ça dont il est question, qui positionne des concepts, des aspects sémantiques, etc. Et l'enjeu, finalement, c'est un peu d'explorer cet espace, de voir comment on se dirige, et ainsi de suite. Et c'est une métaphore de la navigation qui n'a pas grand-chose à voir, finalement, avec l'idée, classiquement du robot, qui est celle de la machine calculable.
Après, je ne sais pas dans quelle mesure, justement, cette pratique-là qu'on peut avoir, elle va changer la représentation, ou si au contraire, finalement, la force et l'inertie de la représentation est telle que finalement, même avec des ruptures paradigmatiques dans la manière de fonctionner, ça ne va pas changer grand-chose, finalement, à la manière dont ces robots vont être reçus et ainsi de suite. Ouais, pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression qu'en effet, l'unification, elle ne se fait pas uniquement au niveau de la représentation, mais au niveau de la technologie quand même. On ne peut pas nier, c'est aussi pour ça qu'on est là et pour ça que tout le monde en parle, c'est que dans 2012, il s'est passé quand même cette rupture-là, où tout d'un coup, ces algorithmes de machine learning ont eu des succès en reconnaissance d'images bien plus importants que les machines traditionnelles, et que du coup, il y a un espèce de nouveau truc qui se passe, c'est que même s'il y a une diversité d'outils, il y a quand même une réalité qui est l'apprentissage machine, qui a une histoire, mais qui a quand même eu un renouveau très important. Et à partir de là, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, qui sont, après, c'est peut-être des tendances à unification, voilà, c'est peut-être des biais, mais qui se posent quand même autour de cette question, en effet, de la vectorisation, de travail dans les espaces, de la perte d'une propriété sémantique émergente et non plus linéaire. Donc, du coup, ça émerge de plein de petites connexions de calcul, qui est quand même un changement un peu de sens du calcul, un changement de sens de l'algorithmique, qui, à mon avis, fait quand même l'unité de cette affaire, quoi. Ouais, effectivement. Peut-être que quelqu'un du public veut réagir à cette question. Oui, Hermès? Non, vous avez... Ouais. Ça y est, oui, ça y est, j'ai le micro. Oui, à propos, merci à Camille Girard pour sa communication et aux autres intervenants aussi. C'est-à-dire, la communication de Camille Girard a quelque chose d'inquiétant. Donc, je me demandais, quelles sont les prédictions pour l'automatisation de la justice, c'est-à-dire quand on regarde parfois sur le net les prévisions, disons, d'automatisation du métier d'avocat, par exemple, on parle souvent de la robotisation du métier d'avocat. Donc, est-ce que vous avez des informations concrètes sur ces questions? Merci de votre question. Alors, je pourrais en parler très longtemps, mais je vais essayer de faire ça brièvement. Et justement, je pense que cette question de robotisation, c'est là où il y a un point de questionnement entre représentation et réalité de ces outils-là, parce que aujourd'hui, pour faire bref, très concrètement, les outils qui sont développés, en gros, c'est des outils qui font des raisonnements statistiques sur la base de documents de jurisprudence passée, si vous voulez. Donc, vous avez toute la jurisprudence, par exemple, sur le contentieux du préjudice corporel, et on va faire des calculs en fonction de différentes variables. Est-ce que la personne est un homme ou une femme? Quel est son âge? Quelle est sa profession? À quel moment le préjudice est survenu? Sur tout un contentieux passé, on va faire des statistiques pour prédire, si vous voulez, d'une certaine façon, quel serait le montant de l'indemnisation pour un nouveau contentieux inédit. L'intelligence artificielle, à cet endroit-là, elle se trouve plutôt dans la reconnaissance automatique du langage. Dans les décisions précédentes, la machine reconnaît automatiquement où se trouve l'âge de la victime, où se trouve sa profession, ce genre de choses. Elle se trouve plus là que dans la prédiction, je mets des guillemets encore une fois, qui est plus un raisonnement statistique, si vous voulez, qui fait plus une moyenne sur où est-ce que se trouve le curseur sur les jugements passés. Et donc, on peut en faire des inférences pour des jugements futurs, mais aujourd'hui, c'est plus utilisé par les avocats comme un outil d'aide à la décision pour éviter d'avoir à creuser dans des centaines et des centaines de jurisprudences passées, plus que comme quelque chose qui donnerait un résultat final qu'on ne questionne pas. Aujourd'hui, c'est l'état de l'utilisation de ces outils-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres usages, parce qu'effectivement, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Une fois qu'on a une moyenne qui est calculée sur tout un tas de contentieux, on peut éviter d'avoir à faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle n'est pas tant au niveau du juge robot que sur l'analyse statistique de contentieux. D'accord, oui. En rapport avec votre discours, moi je m'interrogeais sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire, je sais en Espagne, on est quelque part plus en avance que vous dans ce sens, c'est-à-dire dans la mesure où le système universitaire espagnol et le système éducatif espagnol est soumis à davantage de contrôle par des applications informatiques, c'est-à-dire on a importé d'une manière assez forte tout
tout le système de bibliométrie américaine, de classement, c'est-à-dire on passe notre temps à rentrer des informations sur ce qu'on fait dans des applications informatiques. Et donc, on risque, enfin, l'évaluation des profs, par exemple, ça risque de devenir complètement automatique. L'évaluation des chercheurs, des projets de recherche et le contrôle de chacune des activités que nous faisons. Je ne sais pas si en France ou s'il y a des réflexions sur les éventuels risques, dangers, je ne sais pas, des usages de l'intelligence artificielle pour le contrôle de l'éducation. Enfin, ça fait peut-être pas partie des préoccupations des Français, mais ici, c'est vraiment une inquiétude, quoi. Oui, il a raison, je pense. François, tu voulais réagir? Ouais, là-dessus, moi, ce que je trouve intéressant sur la police prédictive, j'avais lu l'article que tu dois connaître très bien, Camille, comment ça s'appelle, Bilal Benbouzid, qui lui disait, en fait, au fond, ce qui est intéressant, c'est que ça a d'abord été développé, la police prédictive, pour en fait faire du New Public Management et pour gérer les équipes. Et qu'en fait, l'idée de fiction, enfin, tout ce qu'on a autour justement de Minority Report, d'une police qui va déterminer l'intention avant même que l'on passe à l'acte, en fait, recouvre beaucoup le but premier qui est comment on a des métriques pour évaluer les brigades, mettre en équivalence les valeurs travail de chaque policier, parce qu'en vrai, ce que fait un policier, c'est très dur à qualifier. Il se promène avec sa voiture, il parle avec des gens. Et donc là, il y avait l'idée de dire, bon, on va avoir des métriques claires, on va pouvoir faire du reporting, on va pouvoir mettre en équivalence différents types de travail et d'activités policières, et on va pouvoir gérer des compagnies avec ça. Et je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant de voir qu'en fait, là, la fiction et la représentation autour de la police peut même être développée par la police elle-même pour en fait cacher le fait que c'est un outil de gestion et de management public, et que du coup, ça rejoint un peu ce que vous dites sur l'automatisation des chercheurs. Alors, je ne sais pas si ça va être automatisé demain, l'évaluation des chercheurs, mais c'est vrai que cette idée-là, elle est assez intéressante par rapport au rôle de la fiction, je trouvais. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Si je peux juste rebondir là-dessus, effectivement, ça me semble extrêmement intéressant, mais j'ai l'impression que c'est important de dissocier aussi cette idée d'automatisation et tous ces mythes qu'il y a autour de ces outils-là qui sont importants pour cadrer le débat, et cet aspect très statistique, justement, que vous disiez, enfin, que vous évoquiez tous les deux, de management, statistique, de rentabilité, de performance, qui ne sont pas nouveaux à l'intelligence artificielle, en fait, qui sont des outils de gestion chiffrée, qui sont là poussés plus à l'extrême, mais qui pour moi ne sont pas forcément liés au développement de ces technologies-là. Et du coup, en développant d'une part tout ce discours-là autour de l'objectivité, l'automatisation, la performance de ces outils-là, on masque d'une certaine façon aussi ces autres enjeux qu'il y a derrière et qui ne sont pas inhérents à ces techniques-là et qui existaient déjà avant, et on est dans une continuité assez grande finalement, plus politique. Oui, par d'autres moyens, effectivement. Merci. Simon, vous avez une question? Oui, bonjour, merci beaucoup pour toutes ces présentations. J'ai une question dont j'espère qu'elle ne sera pas hors sujet, parce que finalement, je ne sais pas tout à fait comment la situer, ni tout à fait comment la formuler, mais ça aurait trait à la question de l'input, enfin de la question des données qui sont fournies, parce que finalement, dans la question de ce qui va être produit, l'état de vérité de la fiction, enfin bon, ce qui est produit dépend quand même énormément de ce qui est fourni. Or, dans la perspective qui est celle disons, purement du fonctionnement des IA, et même dans la logique cybernétique, d'une forme de récursivité, d'aller-retour, bon, il y a quand même la possibilité, voire la probabilité qu'il y ait une forme de biais très fort produit par tout simplement les concepteurs humains, pas nécessairement les concepteurs en termes machiniques, mais les concepteurs en termes de quel type d'information va être fournie, qui pour ensuite être traité par la machine, parce que la machine n'a pas, me semble-t-il, à ce stade, de la possibilité, il n'y a pas de garde-fou interne en quelque sorte. Et donc les critères de vérité, ils restent extérieurs à la machine, voilà, et donc dépendent de biais. Je pose cette question en général, je ne sais pas si je la pose bien ici. Je pense que oui, je pense que c'est très pertinent pour tout le monde, Pierre Calme.
Ouais, je veux bien. En fait, il y a eu un peu là-dessus, en fait, un peu une course poursuite au corpus de plus en plus grande depuis 2-3 ans. Parce que l'idée, c'est pas avec le nouveau modèle qu'on a créé, maintenant, c'est de les rendre en quelque sorte encyclopédiques. Donc, il y a vraiment l'idée que, puisque la machine n'est pas suffisamment fiable, on va essayer d'intégrer un maximum de connaissances avec l'idée que dès qu'on lui posera une question, bah, elle va essayer de regurgiter ses connaissances réelles. Le problème, c'est que la manière de faire, comme je vous dis, il y a un peu une course au corpus de plus en plus grand, ben, elle est absolument non contrôlée. Donc actuellement, les corpus utilisés, par exemple, s'appellent Command Crawl. Donc c'est un corpus très très vaste qui archive, je ne sais pas combien de milliards de pages du web, absolument pas contrôlé. Il y a aussi plein de corpus ou droits d'auteur aussi qui sont récupérés dans des conditions relativement occultes. Donc on a tous ces corpus qui sont immenses. Et effectivement, là, je vous rejoins, il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus. Et je pense qu'il y a à la fois, je pense, un manque d'expertise en termes de gestion de corpus au sein de ces grandes entreprises, mais aussi peut-être un refus finalement à la mobiliser, puisqu'il y a finalement un peu cette idée un peu illusoire qu'on va aspirer à toute la connaissance et que ça va suffire à le faire, ce qui génère évidemment des biais énormes, hein, puisqu'effectivement, on sait très bien que sur le web, par définition, si on aspire une bonne partie du web, on va avoir d'énormes biais en termes culturels, en termes de représentation aussi. Donc c'est là aussi où surgit tout le débat sur les IA racistes, les IA sexistes, parce qu'elles absorbent de manière incontrôlée toute une série de productions. Donc effectivement, c'est une grande question ouverte aujourd'hui, la question de comment est-ce on peut réguler ça, et je pense que c'est une question qui va se poser de plus en plus à l'avenir. Est-ce que c'est pas justement c'est pour Bruno et Carole, est-ce que c'est pas justement un endroit où on peut devenir créatif en fait, autant créatif légalement peut-être pour ces questions de droit d'auteur, mais de créativité véritable pour le cas de coécriture avec des IA? Alors, en tout cas, je laisse Carole réfléchir, et dans notre corpus, bon, qui est un court corpus, hein, ce qui est assez clair, c'est qu'effectivement, la manipulation dont Simon parlait, qui est une manipulation un peu occulte, là, elle est mise carrément au premier plan, et elle est utilisée comme le principe créatif même, c'est-à-dire évidemment, et je prends peut-être l'exemple des deux qui est le plus violent, c'est celui de Hermann Kant, quand il donne à une machine qui est peu évoluée un texte de sa part qui est rempli d'archaïsmes, qui est rempli de néologismes, qui est rempli aussi de structures de langue qui sont déjà difficilement compréhensibles pour des humains littéraires. Il sait le résultat qui va en sortir et il sait la manière dont il va pouvoir l'utiliser. Et en plus, ça ajoute une couche de manipulation des règles du jeu qui se retrouve d'ailleurs aussi de façon moins visible dans les processus réels d'utilisation d'IA. Et donc, ça veut dire qu'à deux niveaux, la personne qui a introduit les données est sûre du résultat qu'elle va avoir et s'en assure. Et chez Z, c'est moins visible, mais la réutilisation, le choix d'un corpus hautement littéraire qui est sa propre œuvre avec énormément de références à parfois un peu du name dropping d'autres auteurs très célèbres et très highbrow, évidemment, ça va conduire à la création d'une certaine image de l'auteur, et c'est là pour ça. Donc, au micro, je pense qu'on voit très clairement quelque chose dont vous venez de parler au macro. Oui, puis il y a aussi l'idée que, évidemment, par exemple, ça pourrait être très créatif si on part du principe que la littérature et l'art, fonctionne comme des miroirs, le principe de la mimésis fonctionne comme des miroirs à la fois, donc qui nous permettent de comprendre l'autre, mais qui permettent aussi de nous comprendre nous-mêmes. Alors, du coup, avec l'intelligence artificielle, ça vient en fait complètement, comment dire, ça vient encore plus augmenter cet effet miroir dans le sens où l'intelligence artificielle, du coup, est un véritable miroir de la somme de nos actions, de nos connaissances, de nos préjugés, etc. Et donc, je pense qu'il y a un énorme potentiel peut-être pas créatif en tant que tel, je ne sais pas, mais en tout cas un énorme potentiel de création d'art qui nous permet de nous comprendre nous-mêmes, dans le sens où on pourrait par exemple observer la façon dont une IA, oui c'est ça par exemple, se comporte de façon sexiste, et du coup après qui nous permet d'interroger, tiens, pourquoi est-ce que l'IA a fait ça quand j'ai fait ça, etc. Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à tout ça, au côté comment rendre les IA plus démocratiques et en gros, pourquoi est-ce que les IA sont sexistes et racistes, etc. Il y a tout le travail d'Antoinette Rouvroy
qui est vraiment très, très éclairant là-dessus pour Simon, notamment, si ça vous intéresse. Je peux Merci. l'écrire dans le chat. Ouais, merci. François, Camille, par rapport à création de données des input-output. Moi, j'avais plutôt, en fait, c'était plutôt une question, par exemple, pour Pierre-Carl, parce que tu vois, justement, quand tu fais tes essais, j'ai l'impression il y a pas mal de pastiches, soit du pastiche croisé, quoi. Enfin, soit c'est du pastiche, bon, ils font comme, ce qui est très bien, soit c'était une imbrication que tu as essayé de faire, du Proust science-fiction, etc. Est-ce que tu as eu des moments où tu as vu un chemin, enfin, je ne sais pas trop comment exprimer, un chemin, une voie vers quelque chose où tu t'es dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas du pastiche, ni du pastiche croisé, mais on ouvre un nouvel espace, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a des fois un peu des fulgurances. En fait, on a un indicateur pour ça s'appelle la température. Donc, ça paraît un peu bizarre de dire comme ça. Mais en gros, c'est le degré de créativité des modèles. Et plus elle est élevée, plus il y avoir une créativité. Alors, si elle est trop haute, bah, ça veut dire rapidement n'importe quoi, parce que c'est même plus la langue française. Mais le tout, c'est de jouer sur ce paramètre-là. Et effectivement, en jouant sur ce paramètre-là, en le maintenant à un niveau assez élevé, mais pas trop non plus pour que ça reste compréhensible, là, effectivement, on arrive à avoir des effets un peu étonnants, effectivement. Et alors, je pense que sur les capacités d'étonnement, peut-être qu'elle sera aussi plus élevée, effectivement, si on utilise des modèles plus génériques. Là, actuellement, mon jeu, c'était aussi un peu un jeu sur les règles aussi, les règles de l'art. C'était de voir un peu comment, finalement, ces modèles, ils arrivent à nier des choses dans un cadre d'expérience finalement relativement contrôlé, puisque je sais avec les corpus j'utilisais, je sais avec les paramètres utilisés, et ainsi de suite. Mais effectivement, si tu prends un modèle beaucoup plus global, par exemple, qui couvre tous les romans, enfin, une série de romans de littérature française de manière beaucoup plus vaste, sans contenir un genre précis, là, tu pourrais effectivement avoir des effets de surprise, de manière dont ça s'enchaîne, etc. Effectivement. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de ces outils-là par rapport à des approches combinatoires pures, où tu peux avoir quand même des effets de surprise, hein, mais là, quand même, tu es beaucoup moins en contrôle, quoi, d'une certaine manière, et donc, effectivement, oui, tu peux avoir des trucs un peu étonnants qui surgissent. Super, merci. Bruno, ouais, vous voulez répondre? Il est midi 10, 11, donc on va essayer de... Alors, je vais parler vite. Ça me fait penser, cette question de créativité, à une autre notion qui est assez proche, c'est celle de jeu, et dont on avait essayé de parler dans l'introduction de notre communication, mais sans entrer dans le détail. Et je pense particulièrement aux jeux comme AI Dungeon, qui est donc un jeu vidéo, c'est-à-dire vidéo, en fait, il n'est pas visuel, il est textuel, où c'est une AI qui crée l'univers de jeu et qui dit vous êtes à tel endroit, comme dans une fiction textuelle, sauf que c'est créé en fonction des inputs et des réactions des joueurs. Ça se joue en multijoueur. Et là, on a vraiment au contraire des exemples qu'on a cités auparavant, on n'a pas la dernière étape où l'humain réinterprète, critique, peut-être réoriente l'intelligence artificielle, mais on a vraiment une égalité qui est instaurée par la règle du jeu, qui est je suis obligé de réagir à ce que l'intelligence artificielle dit, et elle-même est sur un pied d'égalité par rapport à moi. Et donc, je pense que au-delà du côté très, très ludique de ça, il y a aussi un potentiel éducatif de ce genre de choses qui montre que, sur un degré beaucoup plus petit, parce qu'on est sur une intelligence artificielle qui fonctionne, mais qui n'est pas aussi développée, de quels sont les effets du paramétrage d'une intelligence artificielle si, une fois qu'on a paramétré, on la laisse faire. Et supprimer le niveau ultime d'octorialité, ça me semble intéressant pour bien comprendre à quoi on peut arriver en termes de jouabilité, créativité. Merci. Et peut-être pour conclure, moi je me... Hermès, oui. Oui, je l'aurais à propos de la question de la créativité, c'est-à-dire les interventions que vous avez faites. Je suis très, très prudent sur ces domaines parce que ce n'est pas tout à fait le mien. J'ai l'impression que vous vous placiez au point de vue de la production, c'est-à-dire quand vous parlez de processus déterministes dérivatifs de création. Et là, peut-être qu'au point de vue de la production, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de la créativité, mais moi, j'avais en tête, évidemment, les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. C'est vrai qu'on peut rentrer les 100 000 milliards de poèmes sur une machine, ça a été fait, mais comme moi, en tant que lecteur, de toute façon, je ne vais pas pouvoir lire tout au long de ma vie les 100 000 milliards de poèmes. Pour moi, ils vont être toujours nouveaux, quoi.
C'est-à-dire la question, je veux dire, ne se pose pas de la même façon. C'est-à-dire si vous rentrez toutes les données de la vie mode d'emploi dans une machine, ça peut être infini, quoi. Ça peut se faire, c'est-à-dire informatiser, remédiatiser la vie mode d'emploi, donner toutes les infos et demander à la machine de rendre toutes les combinatoires possibles pour cet ensemble de récits, ce qui est l'ambition de la vie mode d'emploi, de contenir tous les romans possibles qu'on pourrait éventuellement créer, mais pour le lecteur, pour la machine, il n'y aurait pas de production de nouveau, mais pour le lecteur, comme au long d'une vie, il ne pourrait pas les lire, ben, tout serait nouveau, quoi. Enfin, je ne sais pas, je me suis bien exprimé. Ouais, merci. C'est drôle parce que pour la vie mode d'emploi, j'avais fait le test justement avec GPT-3 et j'allais voir un peu ce qu'il générait. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer le. Ah oui, je suis très curieux. Ouais, allez-y, les voici. Super, merci. Peut-être pour conclure, moi j'ai une question, on parle beaucoup de créativité, de surprise, de collaboration. Camille, est-ce que ce sont des termes qui reviennent par rapport à la justice? La créativité, c'est pas du tout un terme qui revient. Je pense que c'est inhérent peut-être aussi au domaine de la justice dans lequel on crée pas de choses. Enfin, il y a quand même cette force de la loi, de l'application de ces genres de choses. Et donc, du coup, l'IA, peut-être que si on mettait une IA dans le domaine de la création de la loi, du coup, on aurait cette notion de créativité. Mais comme là, on est dans le domaine de l'application, je pense que ce serait pas, enfin, dans toute cette idée-là d'utilisation de ce répertoire normatif dans un objectif par les acteurs, je pense que ce serait pas bénéfique aux acteurs sociaux d'insister sur cette notion de créativité-là dans ce domaine, ce qui va plutôt dans le sens du coup d'un usage social de ces qualités-là, mais c'est pas quelque chose qui revient particulièrement. Ouais. Super, merci. Pierre-Carl? Non, non, c'est juste que votre micro n'était pas fermé, donc je me demandais si vous voulez réagir. Bon. Pas de problème. Merci pour l'exemple, merci. Super, merci à tous et à toutes pour cette discussion. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On va reprendre à 14h avec une session sur IA dystopie et IA utopie modérée par Xenia Moschina. Et puis 2 keynotes cet après-midi. Donc on vous retrouve à 14h.